Alors il s'agit de la levée de l'anonymat dans les dons de gamètes. Vous savez, pour les procréations assistées, des couples ont recours à un don de sperme ou un don d'ovocytes. Vous voyez? Et il y a une loi qui est en discussion et des gens demandent, mais très farouchement, qu'on lève l'anonymat. C'est-à-dire qu'une personne qui est née par don de spermatozoïdes puisse connaître son donneur. Ça n'a l'air de rien, mais ils demandent, les gens qui veulent que ce soit possible, disent que c'est une honte, c'est un secret d'État si on ne peut pas connaître le donneur, c'est une discrimination, puisque chacun peut connaître ses géniteurs, ce sont ses origines, pourquoi pas cela, etc. En réalité, moi je travaille avec des gens de terrain, notamment avec Charlotte Dudkiewicz, qui a écrit un très bon article dans Le Monde là-dessus, où elle explique que si on introduit le donneur dans la famille, c'est en connaissant son identité, etc., si on en fait un personnage qui s'ajoute au trio familial, père, mère et enfant conçu dans ces conditions, à ce moment-là, les parents ne voudront plus dire à l'enfant qu'il a été conçu par un don, parce que ça va les gêner. Donc il y aura un secret. Alors que maintenant, avec l'anonymat du donneur, qui donne son sperme pas pour X ou Y, il le donne à une banque de sperme. Et la banque de sperme donne à des couples qui en ont besoin. Donc, dans les conditions actuelles, il est recommandé, et ça a lieu toujours, que les parents disent à l'enfant, lorsqu'il devient un peu conscient, 3, 4, 5, 6 ans, ça dépend, et qu'il a été conçu avec un don. On est allé chez le médecin qui a donné une graine qui a été donnée pour que on puisse, etc. Enfin, on l'explique d'une façon ou d'une autre. Le problème, c'est que si on connaît le donneur, ben, les parents seront gênés et donc il y aura un secret. Vous voyez le paradoxe. L'anonymat préserve la possibilité de parole, la levée de l'anonymat va produire un secret. Vous voyez? Ça n'a l'air de rien, mais ceux qui réclament la levée de l'anonymat, en fait, veulent normaliser le tout, et leur argument majeur, c'est qu'il y a des familles recomposées, dans lesquelles il y a plus qu'un père, plus qu'une mère, etc. C'est-à-dire que dans une visée universelle, égalitariste, ils veulent abolir les différences et dire, tout un chacun doit, à la limite, on fait de toute famille une famille recomposée potentiellement. Vous voyez, une famille, un couple qui aurait recouru à un don de spermatozoïdes devient potentiellement une famille recomposée. Ce qui pose vraiment beaucoup de problèmes. Ce n'est pas une famille recomposée, c'est un couple de gens qui avaient du mal à avoir un enfant, qui ont recouru. Quel est l'enjeu philosophique de la chose? L'enjeu philosophique, c'est que on dit pas de discrimination, pas de différence. Or, si un couple recourt à un don de spermatozoïdes pour avoir un enfant, il prend une voie différente des voies normales ou des voies ordinaires, habituelles, ou de l'adoption, etc. Il prend une voie différente des autres voies. Pourquoi diable cette différence ne se traduirait pas aussi dans le résultat? Et le résultat, c'est que, oui, ils sont dans un cas différent, où on ne peut pas introduire le donneur et dans un espace familial qui essaye de se constituer, et dans lequel, d'ailleurs, le donneur, ce qu'il aurait à dire, ne serait pas forcément très intéressant. On s'aperçoit d'ailleurs que les rares qui demandent à connaître le donneur, ils le demandent d'autant plus farouchement
que ça leur est impossible, mais on peut les comprendre. On peut comprendre qu'un jeune homme dise « Non, moi j'ai besoin de connaître mon donneur ». Très bien, ça veut dire qu'il veut le nommer, il veut le différencier. Mais la loi qui le lui permettrait est une loi de nivellement, une loi non différenciante. Et là, c'est très important parce que c'est tout le statut de la différence dans notre socialité. On dirait que dès qu'il y a une différence, eh bien, elle devient suspecte. Vous voyez, attention, pas de différence. Mais non, problème, on est différent, il y a des différences. Le problème, c'est ce qu'on fait avec, ce qu'on peut faire avec. Mais si, d'avance, on annule les différences, on ne laisse même plus de jeu, on appauvrit le jeu des gens. Imaginez un couple qui, lui, veut un enfant, mais n'a pas envie que, au bout de 5, 10, 15 ans ou 20 ans, un monsieur, si le gosse a des problèmes avec ses parents, ils disent, de toute façon, vous n'êtes pas mon vrai père, moi je vais appeler mon vrai père, etc. Et ça, vous comprenez, il y a une façon de régler des comptes à partir de quelque chose qui ne voulait pas de différence. Mais c'est bon, les différences, quand ce sont des différences réelles, des différences de vie, qui peuvent donner, je dirais, un tremplin pour une universalité, mais nourrie de choses singulières et différenciées.